Warhammer, la bataille d'Osterwald, par Robin Hughes, Jarvis Johnson et Bill King. Pour le rapport de bataille de ce mois-ci, nous vous avons concocté une bataille entre les forces de l'Empire et une horde de gobelins déchaînés, en utilisant les nouvelles règles de Warhammer Magie. Le résultat fut une lutte acharnée entre deux armées puissantes et deux généraux de niveau égal. Le soleil se lève sur les collines, votre seigneurie, dit le jeune chevalier Rexguard. Nos chevaux sont prêts. Otto Blücher leva les yeux de la carte du champ de bataille. Dehors, la fine fleur des guerriers impériaux attendait le début de la bataille. Combien d'entre eux seront morts ce soir? Se demanda Blücher. Le terrible poids des responsabilités pesait lourdement sur ses épaules. Inconsciemment, il se redressa, dos raide comme un piquet. Durant toute la nuit, Blücher était resté assis à sa table, étudiant la carte à la lumière des bougies, alors que ses hommes dormaient profondément. Maintenant, il était las, mais ne laissait paraître aucun signe de fatigue sur son visage. Aujourd'hui, plus que jamais, il ne montrerait aucune indécision, aucune faiblesse. Trop de choses dépendaient de l'issue de cette bataille. Si Blücher échouait, les gobelins seraient libres de ravager les provinces orientales de l'Empire, et des milliers d'innocents périraient. Blücher se força à sourire devant le jeune chevalier. Un moment, jeune homme, un moment. Les peaux vertes ont attendu toute la nuit pour mourir. Laissons-leur quelques instants de répit. À travers les murs de soie fine de sa tente, Blücher pouvait entendre le hennissement des chevaux et le cliquetis des armes alors que les hommes se préparaient pour la mêlée. Il y avait cette curieuse et triste atmosphère qui précédait les grandes batailles. La mort planait au-dessus du campement et tous les hommes pouvaient sentir sa présence. Par Sigmar, il espérait que le cartographe impérial avait fait son travail, sinon il le tuerait de ses propres mains. De nombreuses vies pouvaient être perdues pour une simple erreur de transcription. De toute façon, il était trop tard pour se préoccuper de cela. En fait, il était trop tard pour se préoccuper de quoi que ce soit. Son plan était au point. Chaque homme connaissait son rôle dans la pièce qui allait se jouer. Blücher avait parié à toute éventualité, sachant que ses troupes mèneraient à bien les tâches qui leur avaient été assignées. Maintenant, il devait avoir confiance en lui et en son plan. Blücher se leva et retira le gobelet qui retenait la carte. En un geste de défi, le vieux soldat avala la dernière gorgée de vin aigre. Il reposa si violemment le gobelet que la table vibra. Libéré du poids du gobelet, la carte s'était enroulée. Avec une désinvolture calculée, Blücher prit le parchemin et acheva de l'enrouler de ses larges mains. Le temps d'étudier les cartes était passé. La bataille était proche. Blücher savait qu'il avait raison d'avoir confiance. Depuis 20 ans, il avait participé à toutes les guerres impériales et n'avait jamais été vaincu. Mais il y a toujours une première fois, se dit-il en lui-même. Trop de confiance en soi est aussi mortel qu'un coup d'épée. Il secoua la tête avec regret, il se rappelait son père prononçant cette phrase 20 ans plus tôt, alors qu'il avait le même âge que le jeune Rexguard. Il ressentit un court instant la nostalgie d'un temps où tout était plus simple. Il n'avait alors aucune de ces angoisses. Il n'y avait que l'excitation des charges héroïques et des poursuites effrénées. Sa seule anxiété était alors que les chevaliers panthères se comportent plus glorieusement que son unité de la Rexguard. Il n'avait pas à se préoccuper des tactiques et des rapports des espions. Il n'était pas nécessaire de prendre en compte toutes ces données. Son père n'avait jamais eu besoin de placer dans ses lignes de bataille un tank à vapeur, un chariot de guerre ou un canon à répétition. Comme tous les membres de la vieille aristocratie militaire, Blücher n'avait qu'une confiance relative en ses machines. Mais il était assez bon soldat pour reconnaître leur utilité. Son devoir était de détruire les ennemis de son empereur en utilisant tous les moyens mis à sa disposition, et le devoir était la règle de vie d'Otto Blücher. Le haume sous le bras, Blücher sortit calmement de sa tente pour recevoir l'acclamation de son armée. Au loin, les gobelins saluèrent l'immense acclamation par des hurlements de défi. Blücher fit le signe du marteau sur sa poitrine de son poing ganté de cuir. Il murmura une dernière prière à son dieu, puis monta une fois de plus en selle. Il brandit haut son marteau de guerre et donna le signal de marche. L'heure du sang et du fer était proche. L'invasion orque de 2512. Durant l'année 2512, après un hiver particulièrement rigoureux, une immense horde d'orques et de gobelins descendit les montagnes du bord du monde et ravagea les provinces orientales de l'Empire. Les gobelins étaient commandés par Azag le Massacreur, l'un des seigneurs orques les plus craints de l'époque. La carrière de conquérant d'Azag débuta après sa découverte de la couronne de sorcellerie dans les ruines abandonnées de la cité démoniaque de Todheim, aux frontières des désolations du chaos. Elle lui conféra des pouvoirs magiques bien supérieurs à ceux d'un chef orque normal, ce qui explique peut-être l'étendue de ses conquêtes. Azag montrait des dispositions à la ruse et à la tactique bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'un chef de tribu primitive. Il regroupa rapidement une immense horde qui traversa les cols de montagne, ignorant les puissantes forteresses naines et menaça la sécurité des populations de l'Ostermark.
Chevauchant sa grande wyverne de guerre, Azag laissa une empreinte de terreur dans les terres humaines. Derrière lui, sa horde déchaînée de peau verte grandissait jour après jour. Car les rumeurs de pillage et de bataille attiraient de plus en plus de gobelins sous sa bannière. Durant le printemps, 3 villes furent entièrement détruites, et le grand temple de Sigmar de Nachtdorf, le plus grand lieu sacré de l'Est, fut profané et brûlé. Certains prétendirent alors que Gork et Mork, les dieux orques, étaient plus puissants que Sigmar. La gravité de la situation était telle que le Rex Marshal ordonna à Otto Blücher d'intercepter et de détruire ces sauvages pillards. Blücher entrait alors dans sa 41e année et était considéré comme le meilleur général de l'Empire, probablement à cause de son habitude de ne jamais perdre une bataille. Brutal et franc, connu pour ses plans méticuleux et sa sauvage férocité au combat, Blücher reçut le commandement de l'une des armées les plus puissantes que l'Empire ait jamais réunies, afin de détruire rapidement cette menace. Comme Azag possédait les pouvoirs de sorcier et qu'il était accompagné par 2 chamans gobelins, le Rex Marshal joignit à cette armée 2 des meilleurs sorciers de guerre de l'Empire. Wolfgang Grace, seigneur sorcier du collège améthyste renommé dans tout l'Empire pour son acharnement au combat, et Franz Wagner, maître sorcier du collège flamboyant d'Aldorf. Courroucé par la destruction du temple de Nachtdorf, le grand théogoniste en personne, Volkmar le Sévère, décida de se joindre à l'armée pour aider son vieil ami Blücher. Au 4e jour de Sigmarzeit, Blücher réussit à rattraper Azag près du petit village de Blutwald. Au lever du jour, le décor était en place pour l'une des plus féroces batailles de la longue histoire impériale. La veille de la bataille. La magie est une part essentielle des batailles fantastiques. Elle donne une nouvelle dimension au jeu de guerre. Robin Hughes devait essayer de mener notre armée impériale à la victoire. Jarvis Johnson fut volontaire pour dévaster les provinces orientales de l'Empire avec sa horde d'orques et de gobelins. Tous 2 étant des joueurs expérimentés, aucun ne serait facile à battre. Le champ de bataille fut mis en place selon les règles d'installation de Warhammer. Les 2 joueurs se mirent d'accord pour modifier légèrement le terrain afin que le champ de bataille soit plus intéressant. Le jet de dés pour déterminer la durée de la partie donnera un résultat de 5 tours, c'est-à-dire la durée maximum d'une bataille de Warhammer. Choix de l'armée impériale. Robin Hughes. Quand le moment du choix de mon armée impériale survint, je fus complètement submergé. Le studio avait une grande collection de figurines magnifiquement peintes dans laquelle je pouvais faire mon choix et je n'avais vraiment qu'à me servir. Mon armée devait refléter mon style de jeu qui est en général plutôt agressif et mobile. Comme vous pouvez le voir sur ma liste d'armées, j'ai choisi une force basée sur la cavalerie impériale et sur 2 engins de guerre rapides et résistants, le tank à vapeur et le chariot de guerre. J'avais l'intention de surprendre Jarvis et d'utiliser ses puissantes troupes mobiles pour écraser dès le début sa misérable racaille de peau verte. En plus de ma force de frappe, je choisis un canon en répétition et un grand canon, car une artillerie utilisée à bon escient est tout aussi efficace, dans une offensive générale, que la plus forte des cavaleries. Les grands canons peuvent décimer les ennemis à longue portée, alors que le canon en répétition est une puissante arme de défense. J'utiliserai l'artillerie pour forcer Jarvis à placer ses forces aux endroits souhaités, afin de pouvoir les écraser. Un écran de cavalerie légère Kislevitt reçut la tâche de faire sortir les inévitables fanatiques des unités de gobelins de la nuit. Des hallebardiers et des archers vinrent en complément pour défendre l'artillerie. Le choix de la magie. Ayant choisi une force d'une grande agressivité, il était approprié de sélectionner des sorciers de guerre capables de lancer des volées de sorts dévastateurs sur l'ennemi. Pour mon seigneur sorcier, je pris un sorcier améthyste. Ce choix fut largement dû à la possibilité d'obtenir le sort Soleil violet de Xerius. C'est un sort de dévastation absolue qui envoie sur l'ennemi une boule de 7,5 cm de diamètre d'une puissance mortelle. Le gabarit se déplace de 4d6 par 2,5 cm à travers le champ de bataille lors de chaque phase de magie et broie tout sur son passage avec un jet de 3+. Voilà un sort pour moi. La magie flamboyante donne aussi des sorts destructeurs. Laissant la prudence de côté, je décidai de ne pas m'appuyer sur la magie de protection comme celle du collège de Jade, mais de choisir plutôt des sorciers capables de faire le maximum de dommages dans les rangs ennemis. Ce choix était plus judicieux que de concevoir une tactique générale limitant ma marge de manœuvre. Cette armée impériale était promise à la victoire ou à la mort. Il n'y aurait aucune retraite possible, même pour les sorciers. Finalement, je choisis des sorts dorés pour le grand théogoniste. Ceci, je l'admets, était une expérience. Je n'avais jamais utilisé de magie dorée auparavant et je voulais tester ses effets. La magie dorée comprend un certain nombre de sorts d'immobilisation comme la cache dorée, trésor illusoire ou la peur d'Aramar, ainsi que plusieurs sorts offensifs comme la flèche étincelante ou la brûlure mortelle. Mon raisonnement était qu'avec au moins un échange, je pourrais fournir au grand théogoniste un sort pour stopper les gobelins dans leur course et un autre pour leur infliger quelques dommages sérieux. Je fus très chanceux dans le tirage des sorts. Les cartes me fournirent toute la puissance destructrice que j'espérais. Mon sorcier améthyste reçut la rapidité de Lycos, la faux violette, l'étrangleur,
et, après échange, le soleil violet de Xereus. Voilà un maître de destruction dont on peut être fier. Mon sorcier flamboyant reçut les épées sanglantes, boules de feu et la conflagration fatale. Vraiment, Sigmar m'avait souri. Enfin, le grand théogoniste reçut le creuset et brûlure mortelle. C'était bien plus que suffisant et le creuset me permettrait de transporter magiquement l'hôtel de guerre directement au combat, n'importe où sur le champ de bataille, causant la peur là où il apparaîtrait. Il était maintenant temps d'acquérir quelques objets magiques, appropriés. Il était inconcevable qu'Otto Blücher parte en guerre sans son marteau de puissance. Je l'équipais aussi d'un bouclier de rebond. Comme il devait commander depuis les premières lignes, attaché à la Reichsguard, mon unité de cavalerie la plus importante, j'ai pensé qu'il était bon de le protéger contre la magie. La Reichsguard, quant à elle, reçut une bannière de colère qui lui donnerait la possibilité de frapper les rangs gobelins d'un orage de foudre avant même qu'ils ne soient embrochés par la puissance de ses lances. Ne montrant aucun favoritisme, je dotais les chevaliers panthères d'une bannière de guerre qui rendrait leur charge plus puissante et leur permettrait de réaliser des coupes sombres dans ces immenses unités de peau verte. Pour mon sorcier améthyste, je choisis l'orbe de tonnerre, un objet particulièrement utile contre les créatures volantes, car il les oblige à rester en vol ou les cloue au sol. Cela devrait neutraliser partiellement Azag le massacreur et sa wyvern. S'il choisissait de voler à haute altitude, je pouvais le piéger pour au moins un tour, ce qui pourrait s'avérer décisif. Mon sorcier flamboyant fut équipé d'un bâton de pouvoir. Cet objet lui permettait d'emmagasiner à chaque tour son excédent de puissance pour améliorer sa puissance de frappe. J'équipais enfin les deux sorciers de parchemin d'anti-magie. Par expérience, je connaissais l'efficacité de ces parchemins pour protéger les troupes importantes contre les sorts, et l'absence de ces objets magiques vitaux m'avait déjà coûté cher en trop d'occasions. Le plan de l'Empire. Mon plan était simple, pilonner les gobes à distance avec l'artillerie et les archers tout en avançant ma puissante cavalerie pour le corps à corps. En fait, c'était plus facile à dire qu'à faire. Les gobelins fanatiques peuvent être dévastateurs même contre les chevaliers les mieux protégés. Aussi était-il essentiel de les éliminer. On pouvait présumer qu'un adversaire aussi expérimenté que Jarvis ne resterait pas là à ne rien faire, et il me fallait un plan pour contenir ses attaques. Pour essayer d'anticiper sur son placement initial, j'étudiais attentivement le terrain. Je savais que certaines considérations, dont la position de mon canon à répétition, influenceraient la tactique de Jarvis. Je m'occupais d'abord du déploiement de mes troupes de l'aile gauche. Je plaçais le canon à répétition au sommet de la colline. Cette pièce peut être très dévastatrice quand elle arrive à tirer, mais c'est aussi une arme psychologique. Le joueur qui fait avancer ses troupes face à un canon à répétition est téméraire ou fou. J'utilisais donc ce canon pour bloquer la trouée entre le village d'Osterwald et la colline, empêchant ainsi Jarvis de menacer mon aile gauche. S'il le faisait malgré tout, je lui apprendrais à se méfier de cette puissante machine de guerre conçue par les ingénieurs militaires de l'Empire. Les unités de gobelins avancent habituellement en rang serré et sont très vulnérables aux tirs d'artillerie. Cela signifiait que la meilleure position pour mon grand canon était également le sommet de la colline, à côté du canon à répétition. J'avais un large champ de tir sur toute la table, uniquement bloqué sur la droite par la colline boisée, localement appelée la butte. Je pensais que Jarvis s'apercevrait de ce détail et déploierait la majeure partie de son armée sur mon flanc droit pour éviter de subir trop de pertes à cause de mon artillerie. Finalement, je plaçais mon régiment d'archers stirlandais au pied de la colline, aux côtés d'une unité d'archers à cheval qui se lévite. La tâche de ces troupes était de maintenir à distance les forces de Jarvis et de me permettre à l'occasion d'avancer mes archers à cheval déployés en tirailleurs. Elles empêcheraient aussi le débordement de mon flanc gauche par les chevaucheurs de loup de Jarvis. Je pensais que Jarvis ne placerait pas la majeure partie de son armée devant ces quelques troupes car c'est un joueur trop expérimenté pour tomber dans le piège du canon à répétition. De plus, il était évident qu'il se douterait de l'endroit où je placerais celui-ci. Le déploiement du flanc droit ne posa aucun problème. Ma cavalerie fut alignée en masse, prête à donner la charge. Mon plan était de placer toutes mes unités d'assaut, la Reichsguard, les chevaliers panthères, le tank à vapeur et le chariot de guerre, sur une seule ligne et de les lancer sur les gobelins pour les faire fuir ou les réduire en chair à pâté. Ce n'était pas un plan particulièrement brillant, mais il avait le mérite d'être simple et direct. Ce serait sûrement une belle curée. Le chariot de guerre se déplacerait avec la cavalerie car il pourrait la couvrir sur la gauche et s'avérer dévastateur en corps à corps. Il possédait aussi une variété d'armes à longue portée que je pouvais utiliser pour harasser et provoquer les forces de Jarvis. Le chariot de guerre et le tank à vapeur seraient également utiles pour suivre la cavalerie et fournir une puissance de tir mobile et un renfort au corps à corps. Je plaçais le tank à vapeur à droite de la cavalerie. Cette machine de guerre diabolique est quasiment invulnérable, sauf aux tirs de canon et aux monstres puissants. En fait, il est plus fréquent que le tank se détruise lui-même. La seule menace réelle pour le tank à vapeur était les plongeurs de la mort. Ces maniaques à la peau verte n'ont pas seulement une portée illimitée, mais ils peuvent aussi corriger leur vol et frapper leur cible de plein fouet avec une touche de force 10. Ceci leur donne une grande chance d'endommager le tank à vapeur à chacune de leurs attaques. Les plongeurs de la mort représentaient aussi une sérieuse menace pour mon artillerie.
Si Jarvis les utilisait, et j'étais sûr qu'il le ferait, il pourrait détruire les canons et faire fuir leurs servants. Si cela arrivait, mon aile gauche serait largement ouverte, mais, malgré tout, j'étais déterminé à prendre le risque pour maintenir la puissance de ma charge de cavalerie. Le problème principal pour ma cavalerie était d'éliminer les gobelins fanatiques. Ils peuvent être absolument redoutables, spécialement contre les chevaliers dont la sauvegarde 2+, ne sert à rien quand ils rencontrent ces maniaques aux boulets tournoyants. Afin de faire sortir les fanatiques de leur unité, je plaçais la seconde unité d'archers Kislevites à cheval, alignés en tirailleurs devant la majeure partie de mes troupes. À la première occasion, ils s'avanceraient à 20 cm des unités de gobelins de la nuit. Je savais qu'une fois les fanatiques lancés, mes Kislevites subiraient des pertes, mais ceux qui survivraient seraient capables de tuer les fanatiques et de nettoyer le terrain pour ma cavalerie lourde. La chose essentielle pour être un bon général de Warhammer est de bien connaître les forces et les faiblesses de vos troupes ainsi que de celles de votre adversaire. Cette connaissance vous permettra d'utiliser au mieux les capacités de vos troupes. Les archers à cheval Kislevites, rapides et d'un coup relativement bas, sont parfaits pour faire sortir les fanatiques de leurs unités. Du fait du manque de place sur le flanc droit et du danger que créerait la perte de mon artillerie, je plaçais l'hôtel de guerre et le grand théogoniste aux côtés des archers du Stirland. Le théogoniste a un certain nombre d'objets magiques, dont le corps de Sigismund, qui provoque la terreur pendant la charge de l'hôtel de guerre. Il se tiendra à distance du cœur des combats, mais l'un des deux sorts en sa possession était le creuset, qui lui permettrait de disparaître instantanément et de réapparaître n'importe où, même directement au corps à corps. Je plaçais enfin mes halbardiers au centre, les gardant en réserve pour remplir les brèches dans mes lignes et empêcher les gobelins de déborder ma cavalerie. Cette éventualité est toujours possible avec une force très mobile et hautement concentrée comme les cavaliers impériaux. Je pris donc toutes les mesures possibles pour éviter qu'elles n'adviennent. Les impériaux étaient déployés. Tout ce qui restait à faire maintenant était de foncer et d'écraser les gobelins avant qu'ils n'envahissent les terres impériales. J'étais confiant, l'empereur avait choisi l'homme de la situation. Choix de l'armée des gobelins, Jarvis Johnson. Avec la publication de la nouvelle version de Warhammer, nous avons joué de nombreuses parties et nos peintres en figurines ont travaillé d'arrache-pied pour nous fournir des régiments de nouvelles figurines. L'armée d'orques et de gobelins du studio a reçu l'attention particulière de Jay et de Neil et a bien augmenté en taille et en diversité. Lorsque nous décidâmes de concevoir une bataille à grande échelle en utilisant les règles de Warhammer Magie, le choix le plus évident fut de déployer notre armée d'orques et de gobelins contre l'armée impériale du studio. Comme l'armée d'orques et de gobelins tournait autour de 3000 points, objets magiques compris, je n'avais pas réellement le choix de ce que j'allais utiliser dans mon armée. Je ne pouvais prendre que ce qui était disponible. De plus, comme l'armée des gobelins du studio n'était pas encore terminée, elle sera bientôt de 6000 points, j'ai utilisé une force qui n'était pas aussi équilibrée que je l'aurais souhaité. Par exemple, il n'y avait qu'un seul régiment d'orques et nous n'avions pas de chevaucheurs de sangliers. Le nombre de machines était aussi assez limité, mais d'une certaine façon, ces restrictions rendraient la partie beaucoup plus intéressante et plus réaliste. Après tout, aucun général ne peut réellement choisir les troupes qu'il désire. Il doit faire avec ce qu'il a. Mon armée avait un total de 3000 points, le même que celui de l'armée de Robin, et avec deux armées de même valeur, ce sont leurs actes qui comptent et non ce qu'elles contiennent. Le choix des objets magiques. Le seul domaine dans lequel j'avais une totale liberté était le choix des objets magiques. J'avais gardé 440 points pour acheter des objets magiques, ce qui est beaucoup mais pas excessif pour une armée de 3000. Je dépense habituellement entre 5 et 15% de mes points en objets magiques. En utilisant les règles de Warhammer Magie, vous découvrirez rapidement que le choix des objets magiques est une partie vitale de votre plan de bataille. Un bon choix peut vous permettre d'améliorer la force de votre armée et de diminuer ses faiblesses. Cela peut aussi vous permettre d'affaiblir votre adversaire. De ce fait, vous devez prendre en compte la composition de votre armée et de celle de votre adversaire quand vient le moment crucial du choix. Si, par exemple, vous jouez contre une armée du chaos qui comprend un ou deux démons, il est essentiel pour vous d'investir quelques points dans une épée tueuse de démons. Si votre armée est composée de nombreux gobelins, comme la mienne, vous devez trouver un objet qui empêche ces petits gars aux oreilles pointues de prendre la poudre d'escampette. En prenant en compte les facteurs ci-dessus, j'ai parcouru les cartes magiques pour trouver des objets qui obligeraient mes gobelins à rester sur le champ de bataille. Par chance, un certain nombre de cartes ont ce genre d'effet. La plus efficace d'entre elles est la couronne de commandement. Pour seulement 50 points, c'est vraiment une affaire pour une armée de gobelins. J'ai donné la couronne au commandant des gobelins de la nuit, la plus grande unité de mon armée. L'objet magique que je choisis ensuite fut l'épée de bravoure, qui immuniserait son possesseur et l'unité à laquelle il était associé contre la peur, la terreur et la panique. Étant donné qu'une unité de gobelins en fuite peut facilement faire paniquer les autres, il est utile d'avoir au moins une unité de réserve, ayant suffisamment de volonté pour ne pas s'enfuir. La possession de ces deux objets magiques me donnait l'assurance d'avoir au moins deux unités sur lesquelles je pouvais compter jusqu'à la fin de la bataille. Le choix de mes deux autres objets magiques suivants fut influencé par ma peur des machines de guerre impériales, spécialement le canon à répétition et le tank à vapeur. Mon armée comprenait deux chamans qui me donnaient accès à un grand nombre de sorts WAG.
Pour améliorer le nombre et la diversité de mes sorts, je choisis la couronne de sorcellerie pour mon général et l'anneau de Volans pour mon chef de guerre orc. Ces objets seraient d'une utilité dévastatrice contre les puissantes machines de guerre qui, sans aucun doute, se trouveraient dans les lignes ennemies. Je sélectionnais ensuite 2 parchemins d'anti-magie, un pour chacun de mes chamans. Les nouvelles règles de magie comprennent des sorts qui peuvent infliger de terribles dommages à une armée. Il est donc vital de posséder au moins un parchemin d'anti-magie, mais 2 ou 3 sont préférables. Ne les utilisez que quand cela est vraiment nécessaire. Si vous utilisez ces puissants objets défensifs trop tôt dans la partie, il est certain que vous le regretterez. La dernière acquisition fut une bannière de peur pour ma grande unité de gobelins de la nuit, celle commandée par le chef de guerre équipé de la couronne de commandement. Les effets de la peur sont encore plus évidents quand ils sont causés par des unités importantes. L'adversaire s'enfuira si les créatures causant la peur sont en surnombre. Ainsi, une importante unité de gobelins avec une bannière de peur peut être très efficace, spécialement contre les troupes impériales qui ont habituellement un commandement de 7. Finalement, il me restait 95 points à dépenser en objets magiques mineurs pour permettre à mes personnages d'être plus efficaces au combat. Je donnais le bouclier de Ptolos et la lame ogre à mon général. Le bouclier protège contre les projectiles, ce qui est bien utile pour un personnage monté et facilement repérable par les archers ennemis. La lame ogre donnait à mon général une force de 6 et un modificateur de sauvegarde de -3, ce qui lui permettrait de s'occuper de ces maudits chevaliers impériaux. La potion de force fut donnée au chef de guerre commandant l'unité de gobelins de la nuit. J'équipais le seigneur chaman de la lame de fer ensorcelée. Un bonus de +1 pour toucher est utile en combat, quand vous avez une capacité de combat de 2. Enfin, j'offris l'armure de bonne fortune à mon chef de guerre orc pour la bonne raison que c'était le meilleur objet que je pouvais acquérir pour 15 points. Le choix des sorts. Bien que vous n'ayez pas le choix des sorts, le fait d'échanger vos cartes vous donne un certain contrôle sur ce que vous pouvez obtenir. De ce fait, vous devez utiliser les mêmes critères pour vos sorts que pour vos objets magiques. Gardez les sorts qui améliorent votre puissance ou compensent vos faiblesses, ainsi que les sorts qui affaiblissent vos ennemis. Lisez les sorts des collèges auxquels appartiennent vos sorciers avant le début de la partie. Vous connaîtrez à l'avance quels sont les meilleurs sorts à utiliser contre votre ennemi. Je voulais obtenir le sort d'éclair maléfique, car je savais qu'il était très efficace contre les machines de guerre, spécialement contre le tank à vapeur qui est quasiment invincible. Lors du tirage des sorts pour mon général équipé de la couronne de sorcellerie et pour mon chef de guerre orc avec l'anneau de Valence, je décidai que tous mes sorts seraient des sorts de magie noire, pour optimiser mes chances d'obtenir le sort d'éclair maléfique. Le général reçut les sorts de vent de l'âme, main vampire et vol des sorcières, alors que mon chef de guerre obtenait le sort d'éclair maléfique. Hurrah! Comme le chef orc avait obtenu l'éclair maléfique dès le premier tirage et que les sorts de mon général étaient tout à fait acceptables, je décidai de garder l'ensemble. Mes 2 chamans gobelins ne pouvaient pas choisir le type de magie qu'ils devaient utiliser. Ce serait obligatoirement la magie Wag. Toutefois, il y avait un sort que je voulais vraiment obtenir, la main de Gork. Ce sort permet aux joueurs orcs de déplacer un régiment jusqu'à 45 cm, même au corps à corps. Contre les chevaliers impériaux, c'était un sort vital car la seule chance qu'un régiment gobelin avait de gagner un combat contre eux était de charger le premier. Heureusement pour mon armée, il était évident que je pourrais obtenir le sort car mes 2 chamans recevraient 6 cartes en tout, ce qui ne laisserait que 4 cartes dans le paquet. Si je n'obtenais pas la main de Gork au premier tirage, il me suffisait de rejeter 4 cartes de sorts moins importants et j'étais sûr d'obtenir la carte que je voulais. Cela s'avéra payant car je n'obtins pas la main de Gork lors de mon premier tirage. Mon seigneur chaman reçut Au secours Mork, Wag, Casse-tête et Coup de boule, alors que mon champion chaman obtenait Regarde Mork et On y va. Voyant cela, je décidai de défausser 2 sorts de mon seigneur chaman, Casse-tête et Coup de boule. Je reçus à la place Crunch et Main de Gork. Si je n'avais pas obtenu Main de Gork au second tirage, j'aurais défaussé les 2 cartes de mon champion chaman pour être sûr de l'obtenir. Le plan. Mon armée choisie, mes objets magiques sélectionnés et mes sorts distribués, j'étais prêt à déployer ma horde de peau verte. Avec n'importe quelle armée, il est préférable d'avoir un bon déploiement, car il peut s'avérer extrêmement difficile de réorganiser vos forces au cours de la partie. C'est encore plus vrai pour une armée imposante comme celle des orques et des gobelins, à cause des règles d'animosité qui rendent vos troupes trop instables. Parfois elles refuseront de se déplacer, il ne faut donc pas compter sur elles pour se redéployer en cours de bataille. Même si mon armée était imposante, j'étais déterminé à ne pas l'étaler sur toute la table. L'une des erreurs les plus communes consiste à disperser vos forces sur la table, espérant ainsi couvrir l'ensemble du terrain. Contre une armée qui a concentré au même endroit sa force de frappe, vous vous apercevrez que vos unités seront incapables de soutenir le terrifiant assaut de votre adversaire et que l'ensemble de votre armée manquera de la force nécessaire pour créer des brèches dans les lignes ennemies. J'étais quasiment certain que Robin placerait son artillerie sur la colline à sa gauche. Je choisis donc de placer le corps principal de mon armée sur ma gauche, aussi éloigné que possible du canon à répétition. Vous pouvez voir le déploiement de mon armée sur la carte de la page suivante.
À elle seule, elle constitue une explication suffisante. Mais il y a 2 ou 3 points que je désire éclaircir. Formation. Mis à part les archers gobelins de la nuit, tous les régiments orques et gobelins se formèrent en carré, avec un nombre égal de rangs et de colonnes. Le principal avantage de cette formation, à part celui de maintenir aussi longtemps que possible les bonus de rang, est de faciliter les manœuvres des troupes. Une roue est plus facilement exécutée avec un front restreint alors qu'un simple tour à droite ou à gauche change complètement la direction de l'unité pour seulement un quart de mouvement. Cette idée était importante car si Robin décidait d'attaquer de l'autre côté du bois, en d'autres termes sur ma droite, je devrais alors rapidement déplacer mes unités pour couvrir ce flanc. Réserve. Le régiment de gobelins derrière la première ligne était commandé par le chef de guerre possédant l'épée de bravoure. Grâce à cet objet, la panique n'avait aucun effet sur eux. Ils ne s'enfuiraient pas si la première ligne était démoralisée et ils pourraient combler n'importe quelle brèche dans mes lignes. Mon régiment d'orques était regroupé derrière la colline boisée afin qu'ils puissent s'avancer à couvert et attaquer de flanc toutes les unités de Robin qui tenteraient de dépasser le centre de la table. Gobelins fanatiques. Tous les joueurs qui ont commandé ou affronté une armée impériale savent à quel point la charge de ces chevaliers est dévastatrice. C'est particulièrement vrai contre des gobelins. De ce fait, il était vital que je tienne la cavalerie impériale en respect aussi longtemps que possible, pour me donner une chance de l'affaiblir avec mon artillerie et mes sorts. Heureusement, une armée d'orques et de gobelins contient les troupes adéquates pour stopper les chevaliers, les gobelins fanatiques. Si un fanatique frappe de plein fouet une unité de chevaliers, il inflige de terribles dommages. Aussi est-il extrêmement rare de voir des chevaliers s'avancer au-devant d'une unité de gobelins de la nuit avant que les fanatiques ne s'en soient extirpés et n'aient été éliminés, habituellement par des unités en tirailleurs. J'ai placé mes 2 régiments de gobelins de la nuit des 2 côtés de la colline boisée. Ainsi, quelle que soit la direction de l'attaque de Robin, il rencontrerait un écran de fanatiques qui l'occuperait pour un tour ou 2. Chevaucheurs de loups et trolls. J'ai placé les chevaucheurs de loups et les trolls afin qu'ils puissent soutenir mes régiments de gobelins de la nuit, et s'occuper des tirailleurs ennemis qui seraient sûrement envoyés en éclaireur devant le corps principal de l'armée impériale. Avec un peu de chance, ces 2 unités rapides et puissantes briseraient toutes les unités de tirailleurs avant que celles-ci ne soient suffisamment proches de mes unités de gobelins de la nuit pour en faire sortir les fanatiques. Si je réussissais à préserver mes fanatiques jusqu'à ce qu'ils atteignent les chevaliers impériaux, la victoire serait à portée de main. Chaman gobelin. Je plaçais un chaman à chaque extrémité de ma ligne de bataille car les chamans gobelins sont susceptibles d'être submergés par l'énergie des orques et des gobelins les entourant, et peuvent souffrir d'effets malencontreux, leur tête pouvant même exploser. Pour déterminer si le chaman est surchargé d'énergie, il doit faire un test de WAG, et plus nombreuses sont les unités d'orques et de gobelins autour de lui, plus ses chances de réussite sont faibles. Mais malheureusement, les chamans doivent se tenir dans un rayon de 30 cm d'une unité d'orques ou de gobelins pour pouvoir jeter des sorts. Il y a donc toujours une chance d'échec. Ce que tout cela signifie, c'est que la meilleure place pour un chaman est au bout d'une ligne de bataille, là où il n'est entouré que par 1 ou 2 unités d'orques et de gobelins. Le général. Le général monté sur sa wyvern était extrêmement puissant en corps à corps, parfaitement capable d'affronter tout ce que l'Empire pouvait lui envoyer. Comme il pouvait voler, il lui était possible de charger un ennemi dans un rayon de 60 cm. Je l'ai placé au centre de ma ligne pour lui permettre de combattre le plus tôt possible. Notez que les créatures volantes n'ont pas le droit de commencer la partie en vol. Elles doivent être sur la table au début de la partie. Mon plan général pour la partie était d'utiliser mes gobelins fanatiques pour maintenir à distance les troupes impériales pendant que mon artillerie et mes sorts, avec peut-être l'aide de mes fanatiques, infligeraient de lourdes pertes aux chevaliers de l'Empire et détruiraient les machines de guerre. Dès que j'en aurai l'opportunité, j'utiliserai le sort Mangork pour déplacer mon régiment de gobelins de la nuit au corps à corps avec sa bannière de peur déployée au vent, pendant que mon général chevauchant sa wyvern plongerait sur l'armée impériale. J'espérais que cette attaque terrifiante briserait les lignes adverses et me donnerait la victoire. Sur mon flanc droit, j'essaierai de harceler l'ennemi avec mes chevaucheurs de loups et mes archers-gobelins de la nuit, tout en évitant de m'engager dans des combats trop sérieux. Mon plan était établi, restait à voir s'il résisterait au contact de l'ennemi. La bataille d'Osterwald, tour 1 de l'Empire. Au son des trompettes, le flanc droit des forces impériales s'avança vers la horde des gobelins. Avec un cri retentissant, les archers à cheval Kislévite éprenèrent leurs montures et s'élancèrent vers les gobelins de la nuit pour faire sortir les fanatiques déchaînés. Derrière eux, la Rexguard et les chevaliers panthères mirent leurs chevaux au trot, accompagnés du chariot de guerre. De l'autre côté, à l'extrême droite, le tank laissa échapper des nuages de vapeur brûlante avant de s'avancer en grondant. Sur le flanc gauche de l'Empire, la seconde unité d'archers à cheval Kislévite partit à la rencontre des archers gobelins de la nuit, pendant que les archers stirlandais et l'hôtel de guerre avançaient doucement. Derrière eux, les canonniers vérifiaient leur table de visée et préparaient leurs armes. Dans un nuage de fumée et de flammes, le canon rugit et cracha son boulet. Le lourd projectile fusa à travers la vallée et frappa de plein fouet la wyvern du général Orc. Celle-ci hurla de douleur et de rage. Sous les canons, au pied de la colline, les archers stirlandais lancèrent une volée de flèches sur les lointains gobes. Mais leurs projectiles manquèrent leur cible.
Sur la droite, le tank à vapeur fit feu sur les lanciers gobelins, mais le tir passa au-dessus de leur tête et rebondit dans le bois derrière eux, s'écrasant parmi les arbres. Dans le chariot de guerre, Karl Wetzel ajusta son long fusil du Hawkland et visa soigneusement l'orque massif qui commandait les 3 immenses trolls de pierre. Le tir résonna dans toute la vallée, mais le projectile mortel manqua sa cible. Wolfgang Grace, le seigneur sorcier améthyste, observait les cieux et examinait les flux mouvants d'énergie magique. Alors qu'il murmurait son incantation, une petite sphère luisante apparut entre ses doigts. Celle-ci grossit rapidement pour devenir une grande boule incandescente. Au cri des mots de pouvoir, le soleil violet de Xaeus s'élança vers l'armée des gobelins, mais, avant de l'atteindre, il frôla l'un des cavaliers à cheval, transformant le Kislevi terrifié en une scintillante statue de cristal. Debout sur l'autel de guerre, le grand théogoniste sentit l'afflux de puissance couler dans ses veines. Il tendit le bras et des éclairs d'or en fusion s'élancèrent de ses doigts vers les archers gobelins de la nuit. L'énergie magique fusa, mais, avant qu'elle ne frappe les gobelins, elle fut dissipée et les éclairs retombèrent au sol. Sur la droite des gobelins, Snodgum Montaraignée, le chaman gobelin des forêts, ne réussit pas à contrôler l'énergie du warp qui parcourait son corps. Avec un zap sonore, une partie de sa puissance se dissipa. La connaissance maléfique des temps anciens illumina l'esprit d'Azag, alors qu'il invoquait un vent de lame contre le sorcier flamboyant. Sentant un changement dans le flux magique, Wolfgang Grace, le seigneur sorcier améthyste, dissipa le sortilège maléfique d'un seul geste de sa main gauche. Tour 1 des gobelins. Alors que les chefs de guerre poussaient leurs gobes en avant, l'armée gobeline fut paralysée par un vent d'animosité. Les rétières gobes se disputaient et les conducteurs de squeak se poursuivaient en se tapant sur la tête, pendant que leurs bestioles tournaient en rond en piaillant. Voyant les autres se disputer, les gobes de la mort flamboyantes décidèrent de faire de même. Dans une débauche de gestes et de cris, ils se mirent à discuter pour savoir qui avait raison des rétières ou des conducteurs de squig. Au centre, les trolls regardaient stupidement le ciel alors que la sphère lumineuse du soleil violet de Xaeus s'avançait vers eux. Voyant le danger, le commandant des gobelins des forêts ordonna à ses troupes de réaliser une manœuvre de roue sur la droite, pour essayer de s'éloigner de la mort violette. Azag planta ses éperons dans les flancs de sa wyverne de combat pour s'envoler au-dessus du champ de bataille et piquer sur les chevaliers panthères. Bien que surpris par cette attaque soudaine, les chevaliers agrippèrent leurs lances et tinrent bon. Sur la droite des gobelins, les chevaucheurs de loups dévalèrent la colline vers les archers kislévites, essayant de les stopper avant qu'ils ne s'approchent trop près des gobelins de la nuit. Les kislévites tinrent leur position et lancèrent une volée de flèches sur les loups, tuant 2 d'entre eux. Pendant ce temps, les lanciers gobelins et les gobes de la nuit avançaient alors que les orques se rapprochaient de l'abri de la colline boisée, au centre du champ de bataille. Alors que l'armée s'avançait, les gobelins fanatiques se ruèrent sur les archers à cheval kislévites. C'en était trop pour les kislévites qui avaient déjà vu l'un des leurs transformé en cristal améthyste. Ils tournèrent les talons et s'enfuirent. Loin du centre du champ de bataille, le plongeur de la mort tendit avec impatience la lanière de sa catapulte en prenant pour cible le lointain tank à vapeur. Avec des cris perçants et hystériques, le gobe s'envola, planant haut dans les cieux avant de piquer sur sa cible. Alors que sa vitesse de chute augmentait, il battit furieusement des ailes dans une vaine tentative pour corriger sa trajectoire, mais, avec un horrible couinement, il s'écrasa au sol comme une poupée de chiffon. Depuis la même colline, le lance-roc ajusta le grand théogoniste. Claquement aigu, le roc fut propulsé à travers la vallée mais dépassa sa cible et s'écrasa derrière les impériaux. Lançant un hurlement à glacer le sang, les chevaucheurs de loups attaquèrent les kislévites. Les chevaux et les loups ruaient et mordaient alors que leurs cavaliers frappaient de tous côtés. Ce fut une lutte âpre et sanglante qui se termina par la fuite vers la colline des chevaucheurs de loups. Saisissant cette occasion, les kislévites les poursuivirent mais furent incapables de rattraper les fuyards. Toutefois, alors qu'ils chargeaient les chevaucheurs de loups, ils passèrent devant les archers gobelins de la nuit qui ne purent retenir plus longtemps leurs fanatiques. Flairant l'odeur de leurs ennemis, 3 maniaques armés de boulets s'extirpèrent de l'unité et commencèrent leur danse tourbillonnante. Voyant les chevaucheurs de loups fuir devant eux, les servants du lance-roc et les plongeurs de la mort paniquèrent. Les plongeurs de la mort s'enfuirent, mais le chef de pièce orc fit revenir ses servants à coups de botte dans l'arrière-train, pour qu'ils se préparent à tirer de nouveau. Azag et sa wyverne de combat continuaient à attaquer les chevaliers panthères. Avec une rapidité époustouflante, la wyverne allongea son long cou et referma sa puissante mâchoire sur le bras du sorcier flamboyant, lui arrachant des lambeaux de chair de ses crocs pointus. Levant sa lame ogre, Azag décapita l'un des chevaliers panthères et en désarçonna un autre d'un coup mortel. Le champion des panthères contre-attaqua, blessant Azag. Le combat se terminait sur une égalité. Les chevaliers se regroupèrent sous leur glorieux étendard, une bannière de guerre, qui renforçait leur volonté et les empêchait de fuir devant leur terrible ennemi. Le soleil violet de Xaeus poursuivait son chemin inexorable, transformant l'un des trolls en statue de cristal, avant de planer vers les gobelins des forêts qui essayaient désespérément de sortir de son chemin. 4 gobelins furent tués avant que la sphère lumineuse ne quitte leur formation pour sortir du champ de bataille.
Puisant une énergie maléfique de sa couronne de sorcellerie, Azag lança la main vampire sur le sorcier flamboyant Franz Wagner. Les ténèbres l'entourèrent et lorsqu'une main de fer le saisit à la gorge, il sentit s'enfuir son énergie vitale. Désespérément, il murmura l'incantation de son parchemin d'antimagie et la douleur disparut instantanément. Crachant et suffoquant, il lança 2 boules de feu sur la wyvern. Les projectiles la frappèrent de plein fouet mais ne réussirent pas à percer ses épaisses écailles. Tour 2 de l'Empire. Dès le début du tour, la situation montrait clairement que cette bataille serait un vrai massacre. Sur le flanc droit de l'Empire, les Kislevites en fuite réussirent à se rallier et les 2 archers restants se remirent en formation aux côtés du tank à vapeur. Au centre, la vue de la wyvern enragée était au-delà de ce que pouvaient supporter les halbardiers impériaux qui s'enfuirent, terrorisés. Les ordres lancés par Otto Blücher à la vue de Ludwig Schwarzhelm, tenant haut l'étendard impérial, n'y firent rien. Même Sigmar en personne ne les aurait pas convaincus de rester se battre. Pendant ce temps, sur le flanc gauche, les Kislevites sentant la victoire apportée, chargèrent les servants du lance-roc. Soudain, une puissante explosion se fit entendre comme la chaudière du tank à vapeur volait en éclats avec des nuages de vapeur sifflantes. L'eau bouillante éclaboussa les Kislevites et la Reiksguard, mais, heureusement, ne blessa personne. En dépit de cela, le commandant du tank ajusta les lanciers gobelins et fit feu. Le boulet traversa leur formation, tuant 4 d'entre eux. Sur la gauche, les archers stirlandais lancèrent une volée de flèches sur les gobelins fanatiques qui tourbillonnaient devant eux. Plusieurs flèches trouvèrent leur cible, mais un seul des gobelins, insensible à la douleur, fut abattu. Voyant d'autres fanatiques s'avancer vers la Reiksguard, l'équipage du chariot de guerre ajusta ses armes. Un tir dévastateur du tromblon réduisit l'un des gobelins en bouillie. Le long fusil et l'arquebuse à répétition manquèrent leur tir. Inconscients de ce qui se passait autour d'eux, les fanatiques continuaient à tournoyer hystériquement. Plus loin, sur la colline, les artilleurs impériaux ajustèrent la colonne orque qui se déplaçait rapidement vers l'abri de la butte. Le boulet de canon éventra leur formation, tuant 3 orques. Derrière la ligne orque, un féroce corps à corps s'engagea entre les servants du lance-roc et les Kislevites. 2 servants furent taillés en pièces sans que les archers à cheval ne subissent de pertes. Déterminé à vendre chèrement sa vie, le dernier orque s'adossa à la catapulte et tint bon. Au centre, la lutte entre Azag et les chevaliers panthères atteignait son apogée. Le sorcier flamboyant frappa l'orque, le blessant grièvement. En réponse, le général leva sa lame ogre sur Heinrich Kessler, le champion des chevaliers panthères. La lame ogre frappa à 2 reprises l'armure d'Heinrich, mais le chevalier s'en sortit miraculeusement indemne. Murmurant une prière à Sigmar, Heinrich saisit sa chance. Il vit une faille dans la guerre de son adversaire et, déterminé à venger ses compagnons, il plongea sa lame pour atteindre la gorge du général orc. L'arme transperça l'armure d'Azag et l'orc fut désarçonné. Il mourut avant de toucher le sol. La mort de son maître rendit la wyvern furieuse de désespoir. Elle arracha la tête du sorcier flamboyant et en recracha les restes broyés. Pendant un court instant, le corps du sorcier dans sa robe jaune et rouge resta en selle avant de tomber à terre tel un mannequin pitoyable. Au milieu de cette frénésie sanglante, les destriers des chevaliers piétinèrent la wyvern jusqu'à ce que son crâne ne soit plus qu'une gelée informe. À la fin du combat, il ne restait plus que 2 chevaliers au milieu d'une mer de sang. Une fois de plus, des nuages d'énergie magique explosèrent au-dessus du champ de bataille. Sur le flanc droit des lignes impériales, Mousgroth, le champion chaman, lança le regard de Mork sur les chevaliers Reiksguard, traçant une ligne de flamme à travers leurs rangs. 2 chevaliers tombèrent. Wolfgang Grace fut blessé et l'un des chevaux tirant le chariot de guerre succomba. Le sorcier améthyste tenta de riposter en jetant sur le chaman le sort appelé l'étrangleur, mais, dans sa furie, il mésestima la distance et son sort se dissipa avant d'atteindre le gobelin triomphant. Avec une dernière incantation, le sorcier améthyste tendit la main et une faux aux lueurs violettes se matérialisa dans son poing. Tour 2 des gobelins. L'animosité s'empara une fois de plus de l'armée des gobelins, privée de la présence charismatique d'Azag. Pensant qu'ils allaient être décimés par les canons impériaux, les lanciers gobelins se disputèrent sur ce qu'il fallait faire et refusèrent finalement de se déplacer. Les squeaks résistaient à la morsure de l'aiguillon des conducteurs gobelins, alors qu'au milieu du champ de bataille, les orques se chamaillaient sur le meilleur chemin à prendre, pour finalement rester là où ils étaient. À l'extrémité du front, les chevaucheurs de loups se rallièrent juste avant de quitter le champ de bataille. Fous de colère, ils se retournèrent pour faire de nouveau face aux Kislevites, engagés encore à corps avec l'unique servant du lance-roc. Sur le flanc gauche des gobelins, l'un des fanatiques en plein délire revint en arrière et fit des ravages à travers les lanciers gobelins. 4 gobes furent tués alors que les autres continuaient à se disputer dans un brouhaha de cris et de gémissements. L'autre fanatique se dirigeait dangereusement vers le chariot de guerre et les chevaliers Reiksguard. Sur le flanc droit, l'un des fanatiques approchait du grand théogoniste alors que l'autre s'étranglait avec la chaîne de son propre boulet.
Malgré les cris de leur commandant orc, les deux trolls survivants se traînaient lamentablement vers l'avant, ne comprenant toujours rien à la situation. Sur le flanc gauche de l'armée, les archers gobes lancèrent une volée de flèches sur les archers stirlandais, tuant 2 d'entre eux. Derrière eux, sur la colline, le dernier servant du lance-roc fut finalement massacré par les Kislevites. Sentant la puissance des flux magiques augmenter au-dessus du champ de bataille, les sorciers se préparèrent à lancer leurs sorts les plus dévastateurs. Incapable de contrôler l'énergie du Wag, le chaman gobelin des forêts lançait des gueurs de douleur en se tenant la tête. Son énergie magique se dissipa à nouveau. Il trouva néanmoins la force suffisante pour invoquer la main de Gork afin de transporter les trolls au corps à corps avec la Rexguard. S'apercevant du danger, Wolfgang Grace, le seigneur sorcier améthyste, dissipa le sort en lisant à haute voix son parchemin d'antimagie. Le sorcier impérial étendit alors la main et lança de nouveau le soleil violet de Xereus sur la horde des gobelins. Le sort fut à son tour dissipé par le seigneur chaman avant que son énergie dévastatrice ne prenne substance. Réalisant que le sorcier impérial n'avait plus de parchemin d'antimagie, le chef de guerre orc utilisa l'anneau de Volans pour attaquer le chariot de guerre. Des éclairs de feu noir jaillirent de ses griffes et frappèrent la machine de guerre impériale. Une terrible explosion d'énergie destructrice fit voler le chariot en éclats et en tua le dernier cheval. Miraculeusement, l'équipage survécut à cet assaut et prit position derrière les restes du chariot. Sur le flanc gauche, entouré d'une lumière dorée, le grand théogoniste essaya de se téléporter au corps à corps contre les archers gobelins de la nuit. Mais le seigneur chaman détecta cette nouvelle émergence de magie. La sueur dégoulina de son front verdâtre, sous l'effort, mais il dissipa le sort du théogoniste d'un geste de la main. Tour 3 de l'Empire. Du côté gauche, les Kislevites triomphants chargèrent les chevaucheurs de loups au pied de la colline. Au centre, les halbardiers impériaux toujours terrifiés s'enfuirent du champ de bataille. Sur la droite, les 2 Kislevites restants repérèrent Musgroth, le champion chaman, se tenant à l'écart. Avec un hurlement triomphant, ils éprenèrent leur monture et chargèrent. Voyant le gobelin fanatique s'avancer vers l'hôtel de guerre, les archers stirlandais lancèrent une volée de flèches pour l'abattre. 2 flèches trouvèrent leur cible, mais rendu hystérique par les effets hallucinogènes du champignon, insensible à la douleur, le fanatique poursuivit son chemin. Déterminés à protéger le théogoniste, les servants du canon à répétition ajustèrent leurs armes et tirèrent avec un canon sur le derviche verdâtre. La fumée dissipée, il ne restait plus que des bouts de chaîne, des fragments de peau et d'os. Faisant pivoter leurs armes, les artilleurs firent feu sur l'unité d'orques immobiles. Le boulet de canon éventra leurs rangs avant de s'écraser sur les gobelins des forêts. Sans sourciller, d'autres orques s'avancèrent pour colmater les brèches. Une fois de plus, le tank à vapeur cracha le feu et un boulet de canon fusa vers les lanciers gobelins, les punissant de leur indécision. À la fin de la canonnade, une détonation se fit entendre dans les débris du chariot de guerre. Le fanatique le plus proche fut mis en pièces par une volée de pont du tromblon. Dans le coin droit du champ de bataille, les archers Kislevites chargeaient le chaman. Lors du combat qui s'ensuivit, le gobelin fut blessé. Craignant pour sa vie, il s'enfuit dans les bois, mais fut rattrapé et écrasé sous les sabots des chevaux Kislevites. Sur le flanc gauche, les autres Kislevites et les chevaucheurs de loups se massacraient dans une furieuse lutte à mort. Le sang coula des 2 côtés, mais personne ne céda un pouce de terrain. Alors que les énergies magiques déclinaient, le chaman et le sorcier exploitèrent leurs plus profondes ressources dans une tentative désespérée pour prendre le dessus. Des éclairs jaillirent de la bannière de colère sacrée de la Rexguard. L'odeur de la chair brûlée et de la mort emplit l'air, alors que les gobelins de la nuit refermaient leurs rangs. Essayant de protéger son armée, Snotgrub lança « Au secours, Mork » sur les orques, mais le sort fut dissipé par le sorcier améthyste. Enragé par le carnage, le grand théogoniste tendit les mains. Des éclairs d'or en fusion s'élancèrent de ses doigts pour frapper les archers gobelins de la nuit. Immédiatement, Snotgrub utilisa son pouvoir en réserve pour faire rebondir le sort sur Volkmar. Les éclairs inversèrent leur vol et explosèrent autour du grand prêtre terrifié. La chaleur ardente fit succomber l'un des chevaux, endommagea l'autel et blessa le théogoniste. Chancelant, il invoqua le pouvoir du griffon de jade et ses blessures furent guéries. Hurlant triomphalement, le seigneur chaman lança la main de Gork sur les gobelins de la nuit et les transporta au corps à corps contre la Rexguard. Dans une tentative désespérée pour repousser ces créatures encapuchonnées, Grace lança la rapidité de Lycos sur le porteur de la grande bannière, pour que celui-ci puisse rejoindre le combat. Mais la magie fut dissipée par le chaman gobelin qui scandait à haute voix les runes de son parchemin. La charge de la cavalerie impériale n'avait pas eu lieu. Le tank à vapeur et le chariot de guerre étaient inutilisables et maintenant la Rexguard était engagée dans un combat sanglant. L'Empire commença à être dans une situation difficile. Le vent de la bataille semblait avoir tourné. Tour 3 des gobelins. Pour la première fois dans la bataille, l'armée des gobelins arrêta de se chamailler pour passer aux choses sérieuses, écraser les humains. Malheureusement, les trolls continuaient à regarder autour d'eux d'un air hébété. Les gobelins se concentraient maintenant entièrement sur l'ennemi. Ils reformèrent leur ligne de front et se préparèrent à combattre. Du côté droit, le dernier fanatique continua sa danse tourbillonnante,
passa devant les lanciers gobelins et se dirigea vers les gobelins de la nuit, engagés au corps à corps avec la Rexguard. À la droite des gobes, les archers gobelins de la nuit faisaient pleuvoir des nuées de flèches noires sur l'hôtel de guerre et les archers stirlandais. Le dernier cheval succomba, immobilisant l'hôtel. 2 autres stirlandais tombèrent sous cette volée. Se sentant impuissant face au grand destrier, le chef de guerre des gobelins de la nuit plongea la main dans son manteau et en ressortit une petite fiole noire. La portant à ses lèvres, il la vida d'un trait. Il sentit une sensation de chaleur dans son estomac, alors que la potion agissait sur son métabolisme et augmentait la force de ses muscles et de ses membres. Avec une vigueur renouvelée, les gobelins de la nuit attaquèrent en vain leur puissance d'ennemis. À la fin du combat, les 2 camps étaient engagés dans une lutte à mort. Loin sur la droite du front gobelin, les Kislévites et les chevaucheurs de loups poursuivaient leur combat mortel. Les chevaux se cabraient et ruaient alors que les loups mordaient et griffaient. Une fois de plus, les sorciers tournèrent leur regard vers les cieux pour apercevoir le flux des vents magiques. Avec une détermination renouvelée, Grace lança la rapidité de Lycos sur Ludwig Schwarzhelm, le porte-bannière impérial. Fortifié par l'énergie tourbillonnante du sort, Ludwig s'élança vers la première ligne du combat sanglant. Le porte-étendard de la Rexguard leva bien haut la bannière de colère et cingla les gobelins d'éclairs électriques. 4 gobelins furent réduits en cendres au milieu d'une puanteur de mort et d'ozone. Faisant appel à tous ses pouvoirs, le grand théogoniste lança le creuset sur son hôtel de guerre. Une lumière dorée se mit à luire émanant de sa silhouette. La lumière augmenta en puissance et en intensité jusqu'à ce que l'hôtel de guerre disparaisse. De l'autre côté du champ de bataille, les gobelins de la nuit furent effrayés par l'apparition soudaine de l'hôtel de guerre au milieu d'une explosion de lumière dorée. Un vent de peur souffla sur l'unité, mais leur morale tint bon. Les 2 armées étaient maintenant engagées dans une lutte désespérée pour la survie. L'un des 2 camps devait céder. Tour 4 de l'Empire. Avec un puissant cri de guerre, les 2 derniers chevaliers panthères chargèrent les gobelins des forêts. Partout ailleurs, les forces impériales étaient soit immobilisées, soit engagées dans une lutte à mort contre les gobelins. Le tank à vapeur essaya de tirer sur les lanciers gobelins, mais, gêné par la mêlée, l'équipage mésestima la distance et le boulet rebondit sans causer de dommages. Sur la gauche, les archers gobelins s'étaient avancés à portée du canon en répétition situé sur le sommet de la colline. Prêts à tout détruire, les artilleurs allumèrent les 8 derniers canons, mais l'arme explosa dans un incident de tir catastrophique. Accroupis parmi les débris de leur véhicule, les membres de l'équipage du chariot de guerre lancèrent une volée de plomb sur les rangs massés des orques, des trolls et des gobelins, mais ils manquèrent leur cible. Depuis la colline, les canonniers impériaux firent feu sur la ligne des archers gobelins qui s'avançaient vers eux, mais le boulet les dépassa et frappa le versant de la colline derrière eux. Une volée de flèches des Stirlandais manqua également sa cible. Alors que le son des canons s'apaisait, le choc des armes se fit à nouveau entendre à travers le champ de bataille. Sur la gauche des lignes impériales, la lutte entre les Kislévites et les chevaucheurs de loups se termina par la fuite des gobelins qui quittèrent le champ de bataille. Les Kislévites triomphants soignèrent leurs blessures et se préparèrent à combattre de nouveau. Au centre, les 2 derniers chevaliers panthères chargèrent les gobelins des forêts. Leurs lances éclatèrent sous la puissance de l'impact, le choc fut trop grand pour les gobelins qui s'enfuirent et furent poursuivis et exterminés par les chevaliers. Dans le corps à corps sanglant entre la Rexguard et les gobelins de la nuit, personne ne se rendit. Les gobelins étaient incapables de pénétrer l'armure de leurs ennemis, et à chaque tour, ils étaient plus nombreux à tomber sous une pluie de coups. La Rexguard ne réussissait pas à démoraliser les gobelins qui résistaient avec le poids de leurs rangs, encouragés par la présence de leur bannière et de la couronne de commandement de leur chef de guerre. Les vents magiques se remirent à souffler. Effrayé par le fanatique gobelin tournoyant devant son hôtel de guerre, le grand théogoniste lança à nouveau le creuset, et disparut dans un éclair de lumière aveuglante pour réapparaître quelques secondes plus tard, à côté des chevaliers de la Rexguard. Le chaman des gobelins des forêts essaya de lancer la main de Gork sur les gobelins de la mort flamboyante afin de les mener au corps à corps. Mais le sort fut dissipé par Wolfgang Grace. En réponse, le sorcier améthyste lança l'étrangleur sur le chef de guerre des gobelins de la nuit. Mais, sous la protection de la couronne de commandement, celui-ci repoussa facilement les effets du sort. Tour 4 des gobelins. Une fois de plus, l'animosité frappa l'armée des gobelins au moment le plus cruel. Les gobelins de la nuit engagés dans l'âpre combat avec la Rexguard perdirent soudainement leur combativité et commencèrent à se disputer sur ce qu'il fallait faire. Maintenant, au paroxysme de son délire, le fanatique gobelin changea de direction et assaillit les 2 Kislévites qui ne s'étaient pas déplacés depuis la fuite du champion chaman. Le fanatique tourbillonnant tua les 2 archers surpris, avant que son boulet ne s'entoure autour d'un arbre, l'écrasant contre le tronc. Au centre, le chef de guerre orc commandant les trolls, les yeux pleins de haine pour les 2 chevaliers panthères, ordonna à ses troupes de les poursuivre, mais les pauvres trolls marchaient mollement vers les rapides chevaliers. Maintenant protégés de l'artillerie impériale par la butte, les orques avançaient en ligne de bataille. Au centre de l'armée des gobelins, les rétières chargèrent Otto Blotcher dans l'espoir de le désarçonner et de démoraliser l'armée impériale en tuant son général. Derrière eux, les gobelins de la mort flamboyante et les lanciers gobelins s'avançaient afin d'être à portée de charge, avant que les gobelins de la nuit ne soient massacrés.
Derrière les lignes, les conducteurs de Squig ayant assisté à la destruction des Kislevites par le fanatique gobelin, poussèrent leurs animaux vers les chevaliers panthères. Une volée de flèches des archers gobelins tua encore un Stirlandais. Les gobelins de la nuit furent incapables de porter une seule attaque réussie, mais la Rexguard et le grand Théogoniste ne réussirent pas à leur infliger suffisamment de blessures pour les faire fuir. Les cadavres s'empilèrent jusqu'à ce que les guerriers combattent au-dessus d'un rempart de corps. Avant qu'un de ces hommes ne l'en empêche, Blucher se lança dans la bataille. Le marteau de puissance frappa les rétiaires gobelins, défonçant les crânes et brisant les membres. Aucun gobelin ne survécut, preuve de la formidable puissance du vieux guerrier. La Rexguard était piégée. Elle ne pouvait pas s'échapper, mais les gobelins ne pouvaient pas la vaincre. Tout ce que pouvaient faire les peaux vertes, c'était d'amener des renforts pour essayer de remporter le combat par le poids du nombre. Le chaman et le sorcier firent appel une fois de plus à leur pouvoir pour drainer l'énergie du Wag ou des vents magiques. Le chaman des gobelins des forêts lança Main de Gork sur l'unité d'orques et les transporta au corps à corps contre le flanc gauche de la Rexguard, en contact direct avec le sorcier améthyste. Se retournant pour faire face à cette menace, le sorcier lança l'étrangleur contre le chef de guerre orc, mais la brute ne succomba pas à sa magie mortelle. Le chaman lança alors Au secours Mork sur l'unité d'orc pour l'immuniser contre les prochaines attaques magiques et contre la faux violette que le sorcier améthyste portait. Dans un bain de sang, le grand Théogoniste lança son sort de brûleur mortel sur les gobelins grouillants, mais, malgré la puissance de son éclair, il ne réussit pas à blesser un seul gobe. La bataille avait maintenant atteint son paroxysme sanglante et pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Les gobelins de la nuit avaient été massacrés pour la plupart, mais d'autres forces étaient prêtes à se lancer dans le combat. Hormis pour les chevaliers panthères, la menaçante charge impériale n'avait pas eu lieu. Le chariot de guerre était inutilisable. Le tank à vapeur immobilisé et la fine fleur de la chevalerie impériale, la Rexguard était engagée dans un combat sanglant d'où il n'y aurait pas d'échappatoire. Tour 5 de l'Empire. La bataille touchait à sa fin et nous ne savions toujours pas quelles en serait l'issue. Dans les deux derniers tours, les deux camps allaient tout mettre en œuvre pour donner le coup de grâce et essayer de briser cette égalité. Loin sur la gauche, les Kislevites triomphants gravirent la colline jusqu'à son sommet pour surveiller le champ de bataille. Pour se protéger, les chevaliers panthères éprenèrent leurs destriers et s'éloignèrent de la portée de charge des trolls qui les poursuivaient. À l'extrémité des lignes impériales, les canonniers impériaux firent feu sur le chaman gobelin monté sur son araignée géante. Le boulet de canon dépassa sa cible et s'écrasa au sol. Une volée de flèches des Stirlandais affaiblis tua deux archers gobelins, mais c'était un duel qu'ils ne pourraient pas gagner et la bataille arrivait à son terme. Le résultat décisif vint de la mêlée. Dans ce bain de sang, les gobelins furent une fois de plus écrasés sous les sabots de la Rexguard, mais ils tinrent bon. Même si leurs 7 rangs d'origine étaient maintenant réduits à 3, la couronne de commandement augmentait leur combativité jusqu'à la mort. Toutefois, sur le côté gauche de cet imposant combat, la mort frappa. Les orques qui avaient chargé au moyen de la main de Gork n'infligèrent qu'une seule blessure au seigneur sorcier. Enragé de douleur, il frappa les orques, tuant 2 d'entre eux. Une attaque de son destrier en tua un autre, et malgré leur nombre supérieur et leur étendard, les orques furent démoralisés et s'enfuirent. Une fois de plus, la chance tournait. Dominant le champ de bataille, le grand Théogoniste lança sur lui-même le sort de Creuset et apparut brusquement sur le flanc des lanciers gobelins. Terrifiés par cette apparition soudaine, ils se démoralisèrent et s'enfuirent horrifiés. Dans une dernière tentative pour changer le cours de la bataille, le seigneur chaman invoqua le crunch sur le reste des chevaliers panthères, mais le sort fut aussitôt dissipé par le sorcier améthyste. Finalement, Wolfgang Reiss se lança à la rapidité de Lycos. Incapables de dissiper le sort, les gobelins le regardèrent avec horreur se ruer sur les orques en fuite et les faucher comme du blé mûr. La horde de gobelins dispersés ne pouvait plus rien faire. Ils étaient tous engagés dans un corps à corps qu'ils ne pouvaient espérer gagner. Les orques et les gobelins des forêts avaient été détruits et les lanciers déroutés. La bataille était terminée. Conclusion de l'Empire. Bien, que puis-je dire? Pour être vraiment honnête, je dois admettre que Jervis a perdu la bataille en grande partie à cause de sa malchance. Mon plan était très simple et comprenait 3 parties. Premièrement, utiliser mes archers à cheval pour faire sortir les fanatiques des unités de gobelins de la nuit. Deuxièmement, bombarder la force principale des gobelins avec l'artillerie impériale et le tank à vapeur. Troisièmement, charger avec mon chariot de guerre, les chevaliers panthères et la Rexguard pour mettre les peaux vertes en déroute. La première partie de mon plan fonctionna à merveille. Les archers à cheval Kislevites décimèrent les fanatiques et un grand nombre d'entre eux survécurent alors que je m'attendais à ce qu'ils subissent de lourdes pertes. En fait, sur le flanc gauche, la présence des Kislevites fut décisive. Bien qu'ayant décidé que cette bataille devait être un kit ou double avec tout le poids de mes forces lancées dans une charge massive. Au dernier moment, mes nerfs lâchèrent et je décidai de placer mon second régiment Kislevites sur la gauche de ma ligne. En fait, cette décision de dernière minute, au moment du déploiement de mes forces, a certainement décidé de l'issue de la partie. Ces Kislevites se sont comportés bien au-delà de mes espérances. Ils ont vaincu et démoralisé les chevaucheurs de loups et les ont finalement fait détaler de la table.
Lors de cette action, ils ont également fait fuir les plongeurs de la mort et massacré les servants du lance-roc. En y réfléchissant, cela a été primordial. Si j'avais placé ces troupes montées sur l'autre flanc, la partie aurait été très différente. Il est évident que dans ce cas, les chevaucheurs de loups auraient débordé mon flanc gauche et détruit mes canons dès le début de la partie. Mais pire encore, le lance-roc et les plongeurs de la mort de Jervis seraient restés opérationnels tout au long de la bataille et ils auraient pu infliger de terribles dommages à mes unités de première ligne. Autre possibilité, les plongeurs de la mort et le lance-roc restés actifs auraient pu détruire mon artillerie, ce n'aurait été qu'une question de temps. Je pense donc que Blucher devrait donner des médailles à ces cavaliers Kislévites, véritables héros de l'Empire. Le triomphe surprenant des Kislévites permit aussi à la seconde étape de mon plan de se dérouler sans trop de problèmes. La panne prématurée du tank à vapeur fut un coup dur, mais au moins fut-il capable de maintenir un tir de barrage sur les lanciers gobelins. Le grand canon impérial fonctionna lui aussi durant toute la partie, me permettant de harceler l'armée de Jervis et de limiter sa liberté de mouvement. Le canon sut aussi profiter de l'une des faiblesses principales des gobelins. Bien que les unités de gobelins soient numériquement importantes et relativement bon marché, leur formation massive les rend particulièrement vulnérables aux tirs d'artillerie. Un boulet de canon s'écrasant dans leur rang leur inflige de terribles dégâts. La troisième partie de mon plan fut un échec complet. Ma stratégie dépendait entièrement de la charge de ma cavalerie impériale sur les troupes principales des gobelins. J'ai retardé la charge de ma cavalerie par peur de rencontrer les gobelins fanatiques, et cette hésitation aurait bien pu me faire perdre la partie. D'un autre côté, quelques bons jets de dés de la part de Jervis et la fine fleur de ma chevalerie auraient été massacrés par les 1 des 6 touches de force 5 de chaque fanatique. Et ceci sans aucune sauvegarde. Mon hésitation était donc justifiée. Je perdis encore un tour afin de détruire le dernier fanatique avec le tir de l'équipage du chariot de guerre, ce qui permit à Jervis de lancer la main de Gork et de transporter les gobelins de la nuit au corps à corps. Avec leur chef de guerre portant la couronne de commandement, qui leur donnait un commandement de 10, il n'y avait quasiment aucune chance que j'arrive à les démoraliser. Ainsi commença ce qui devait être un véritable bain de sang. À plusieurs occasions, cette lutte sanglante sembla toucher à sa fin, alors que chaque camp essayait de prendre le dessus. La présence du général et du porte-étendard compensait celle de la couronne de commandement, et le bonus des rangs qui tour après tour commençait à s'effriter. Les gobelins furent incapables de blesser les chevaliers, ils avaient une sauvegarde de plus, qui furent en retour incapables de démoraliser les gobelins. Et même lorsque le champion gobelin put sa potion de force pour faire basculer le combat, Jervis eut une série de jets de dés catastrophiques. Jervis essaya de me vaincre définitivement au 4e tour en lançant ses orques au combat grâce au sort de main de Gork et en les protégeant contre les attaques magiques avec le sort de Au secours Mork, mesure nécessaire car mon sorcier portait la faux violette. L'issue de ce combat dépendait une fois de plus des dés. Jervis n'avait pas réalisé de blessure, mais avec un bonus de rang de plus 2 et un étendard, il avait toujours un bonus de plus 3 à la résolution du combat. En réponse, mon sorcier infligea 2 blessures et son destrier 1. Dans le même tour, Blucher massacra les Rétières et la Rexguard tua 2 autres gobelins. Comme tout cela faisait partie du même combat, les gobelins firent un test de morale, avec un malus de plus 3, qu'ils manquèrent, scellant ainsi leur destin. Une autre déception fut la destruction du chariot de guerre, résultat de la très bonne utilisation des cartes magiques par Jervis. Il savait ou avait deviné que mes 2 sorciers garderaient le parchemin d'anti-magie, objets vitaux mais ne pouvant être utilisés qu'une seule fois pour dissiper automatiquement une attaque magique de l'ennemi. J'ai utilisé mon premier parchemin lors du premier tour des gobelins, pour protéger mon sorcier flamboyant et éviter qu'il ne devienne un revenant sous le contrôle du général Orc. J'ai utilisé mon second parchemin durant le 2e tour, pour empêcher Jervis de transporter ses trolls au corps à corps contre la Rexguard. Sachant que j'étais vulnérable, le chef de guerre commandant les trolls lança, depuis son anneau, un éclair maléfique sur le chariot de guerre, le frappant de 6 touches de force 10, dont toutes infligèrent des dommages. J'ai eu la chance que l'équipage ne soit pas détruit lui aussi. Ce fut une bonne ruse de la part de Jervis qui n'attendait que cette occasion pour me lancer son sort. Bien utiliser la magie, attendez que votre ennemi ait dépensé toutes ses cartes et ses parchemins d'anti-magie pour lancer vos sorts les plus puissants. Bien évidemment, la plupart des joueurs savent cela, mais un bon joueur peut utiliser cette connaissance pour bluffer ses intentions avant d'utiliser un sort décisif. Mon plan aurait pu encore échouer à un autre moment, lors de la charge du général Orc contre mes chevaliers panthères et mon sorcier flamboyant. Ce puissant personnage monté sur sa wyvern portait aussi la couronne de sorcellerie qui lui permettait de lancer 3 sorts de magie noire. Un adversaire vraiment terrible. Durant la première phase de tir de la partie, j'avais touché la wyvern avec le grand canon et je lui avais infligé 2 blessures. Dans le corps à corps qui s'ensuivit, ceci fut décisif. Si le général avait détruit les chevaliers panthères, la partie n'aurait pas duré plus de 2 tours supplémentaires. Azag aurait infligé de terribles pertes à mon armée. Je dois aussi admettre avoir fait plusieurs erreurs importantes, faciles à voir après la fin de la partie. La perte de mes 2 Kislévites sur la droite advint simplement parce que j'avais oublié de le déplacer. Pendant plusieurs tours, j'ai oublié d'attaquer avec la bannière de colère et j'ai ainsi perdu l'opportunité de frapper les gobelins avec 1 des 6 touches de force 6, sans chance de sauvegarde. Mais le plus criminel fut d'oublier d'utiliser le bouclier de rebond lorsque la Rexguard fut frappée par le sort de regard de Mork. Après coup, cela semble impossible,
Mais sur le moment, au cœur de la bataille, c'était une autre histoire. Ceci démontre l'importance du plan. Si vous le pouvez, élaborez-en un avant l'excitation de la partie. Vous ferez moins d'erreurs. Si vous donnez à chacune de vos unités un objectif et des ordres clairs, même au point de les inscrire sur un bout de papier, vous aurez de bonnes chances de gagner contre un adversaire plus désordonné. Jarvis avait un bon plan, mais finalement, la chance fut de mon côté. C'est grâce à leur puissance que les chevaliers impériaux ont tenu le coup et obtenu une victoire qui aurait pu se transformer en défaite cuisante. Pourquoi cette horrible défaite ou comment je fus volé? Bien, pour une fois, je ne pense pas avoir fait de grave erreur et, avec un peu plus de chance, j'aurais pu facilement remporter la victoire. Plutôt que d'énumérer mes erreurs et celles de Robin, je vais simplement expliquer ce qui, pour moi, furent les tournants de la partie. À la fin du premier tour de Robin, j'étais plutôt content. Le canon à répétition était immobilisé sur la colline à ma droite et, comme je n'avais absolument pas l'intention d'aller à sa rencontre, il n'aurait sûrement aucun effet sur la partie. Les chevaliers impériaux, le tank à vapeur et le chariot de guerre étaient alignés face à ma principale ligne de bataille. Plus ou moins là où je les attendais. Je les aurais préférés à 10 cm de ma ligne de front et si possible de dos, mais que voulez-vous, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. De plus, les archers à cheval Kislevic s'étaient arrêtés à plus de 20 cm de mes gobelins de la nuit, mais étaient à portée de charge de mes chevaucheurs de loup et de mes trolls, donnant à mes gars la possibilité de s'en débarrasser. Mon général était à portée de charge des chevaliers panthères et était tout à fait capable de les liquider. Les seuls problèmes furent les blessures infligées à la Wyvern par le grand canon et le soleil violet de Xerius, qui s'avançait vers ma ligne de front. Malheureusement, mes trolls furent atteints de stupidité, les pauvres vieux chevaucheurs de loup furent lamentables et les chevaliers panthères prouvèrent leur résistance comme je le craignais. À la fin de mon premier tour, ce qui au départ était un bon déploiement semblait bien compromis. Et mes fanatiques étaient maintenant à découvert. Les choses empirèrent avec la perte de mon artillerie, détruite par les Kislevites et la mort de mon général et de sa Wyvern. Ainsi, au début de la phase de magie du troisième tour de Robin, j'étais d'une humeur plutôt maussade. La seule chose positive dans tout cela fut l'explosion de la chaudière du tank à vapeur, immobilisant cette menace mortelle. Et puis soudain, la chance tourna, comme cela arrive si souvent dans les parties de Warhammer. Mon chef de guerre orc utilisa son sort d'éclair maléfique pour démolir le chariot de guerre, alors que mon seigneur chaman invoquait la main de Gork pour transporter mon imposant régiment de gobelins de la nuit au corps à corps avec la Rexguard. Le sort me permettant de placer mes gobelins comme je le voulais. Je pus les positionner de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec le général et le porte-bannière et qu'ils puissent combattre des chevaliers ordinaires. De plus, mes gobelins frappaient les premiers et le chef de guerre qui les commandait possédait toujours sa potion de force. Si les gobelins avaient remporté ce combat, et ils avaient au moins 50% de chances d'y arriver, la victoire était dans la poche. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mon chef de guerre gobelin but sa potion, alors que la Rexguard combattait courageusement, massacrant des gobelins pour finalement remporter facilement le combat. C'est là que le choix de la couronne de commandement se révéla primordial, empêchant les gobelins de fuir jusqu'à la fin de la bataille. Elle permit à mes braves petits gars d'immobiliser la Rexguard et les personnages qui l'accompagnaient. Ce fut d'une importance vitale pour le dernier tour, après que mon seigneur chaman ait à nouveau utilisé la main de Gork, cette fois pour amener le régiment d'orques au corps à corps contre le sorcier améthyste et le flanc de la Rexguard. J'avais là une seconde chance de victoire car, si je pouvais tuer le sorcier, les points de victoire qu'il me rapporterait seraient suffisants pour donner la victoire aux gobelins. L'attaque orque pouvait même démoraliser la Rexguard, ce qui m'aurait donné une victoire totale. Ce ne fut malheureusement pas le cas, mais il s'en fallut de peu. Malgré ma déception d'avoir perdu, la partie a été une excellente démonstration de l'utilisation des règles de magie et de leurs effets sur la tactique d'une bataille de Warhammer. Le point le plus important que j'ai déjà mentionné est que vous pouvez utiliser la magie pour améliorer la force de votre armée et neutraliser ses faiblesses, ainsi que pour affaiblir votre adversaire. Les objets magiques et les sorts utilisés correctement peuvent même transformer une unité d'infanterie de faibles gobelins en une armée crainte par ses adversaires. Péniblement, Blutcher nettoyait le sang vert qui avait éclaboussé son armure et remercia Sigmar pour cette victoire. Devant lui s'étalaient les corps d'Azag le massacreur et de sa Wyvern. Le grand lézard était aussi terrifiant mort que vivant, et il y avait quelque chose de pathétique dans la façon dont il était allongé près de son maître. Blutcher se rappela du grand chien qu'il avait étant petit. Ce chien aurait donné sa vie pour le protéger. Il en était certain. Blutcher n'était pas surpris. L'orque avait été un puissant ennemi et il ne doutait pas de la loyauté qu'Azag avait inspirée à ses serviteurs. Les amas de corps autour de lui étaient une preuve suffisante. Alors que Blutcher regardait le champ de bataille, les hallebardiers déprimés continuaient à empiler les cadavres sur des bûchers mortuaires. D'âcres nuages de fumée s'élevaient des autres bûchers du champ de bataille. Tous les hallebardiers évitaient son regard. Blutcher ne les blâmait pas, mais il ne pourrait pas leur pardonner. Il n'y avait aucune honte à être effrayé. La honte était de se laisser contrôler par sa peur. Blutcher était le premier à admettre qu'il avait lui-même connu des moments de terreur, mais lui n'avait pas fui comme un lapin.
Les images de l'âpre combat revenaient à l'esprit de Blucher. Son plan avait échoué, mis en échec par l'incroyable taille de la horde des gobelins et par la terrible puissance des dieux orques. Leur présence avait maintenant disparu, mais il y avait eu un moment où il aurait juré avoir vu leur immense forme planer au-dessus du champ de bataille. Géants verts émergeant des ténèbres sanglantes de la bataille. Le souvenir de cette gigantesque main, transportant au combat un flot de diables hurlant à la peau verte, le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Le sorcier améthyste Wolfgang Grace arrivait, chevauchant sa monture. Son visage était pâle et hagard. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un seul jour. Blucher ne pouvait s'empêcher d'avoir de la sympathie pour cet homme, tout sorcier qu'il était. Grace avait été un roc durant toute la journée, utilisant son corps comme le catalyseur d'énergie qui aurait tué ou rendu fou un autre homme que lui. Il pouvait lire sur son visage le prix que cela lui avait coûté. « Voilà la source de cette horreur », dit Grace, montrant la grande couronne runique qui reposait sur le front d'Azag. « Mieux vaut la détruire maintenant », dit doucement Blucher. Le froid éclat de la couronne avait un pouvoir hypnotique, et il ressentait l'irrésistible envie de la prendre comme trophée. De telles choses ne peuvent être détruites, juste neutralisées. Nous nous en occuperons avec le théogoniste. Je vous fais confiance, dit Blucher, menant doucement sa monture loin du cadavre du seigneur orc. Je vous fais confiance. Déjà, les chevaliers commençaient à bavarder et à plaisanter sur leur victoire. Ils acclamèrent Blucher qui eut un sourire forcé en recevant cette ovation. La fatigue pesait lourdement sur ses épaules et la vue du corps d'Azag lui rappelait le destin inexorable des conquérants et de tous les hommes.